Alors, je suis très heureux de vous présenter un ami depuis longue date, Bernard Landry, l'ancien Premier ministre du Québec. Nous sommes amis depuis 1965. C'est une question de famille presque. Et chaque fois qu'il y a quelque chose d'important au Québec ou d'important en France, nous bavardons pour essayer de comprendre. Et ça nous enrichit sur les deux bords de l'Atlantique. Et là, depuis peu de temps, nous avons appris que certains protestants français allaient au Québec pour étudier ce qu'ils ont appelé les accommodements raisonnables et étudier autour de ce mot les travaux de la commission Bouchard-Taylor. D'après ce que je comprenais moi du problème du Québec, de son identité nationale, je me suis dit ça ne doit pas se passer si facilement que ça. Alors ce soir, nous avons la chance, je le dis à tous les amis des AFP, d'avoir Bernard Landry, à qui je dis alors qu'est-ce qui vous arrive avec votre commission Bouchard-Taylor, avec vos accommodements raisonnables, est-ce que vraiment, et c'est une question sérieuse, je vais résumer, est-ce que la burqa libère la femme? Je remercie mon ami PPK de sa présentation pertinente. Oui, c'est mon ami depuis longtemps. Nos enfants sont amis, nos petits-enfants sont amis. Et ce n'est pas un cas si exceptionnel entre les familles québécoises et les familles françaises. Je ne crois pas qu'il y ait de nation, et il n'y a pas d'études scientifiques pour le prouver, qu'il y ait des relations plus intenses que le Québec et la France. Car c'est au niveau étatique, au niveau des entreprises et des gens d'affaires, mais au-dessus de tout, au niveau des individus et des familles qui se connaissent et qui ont des relations amicales depuis longtemps. Et le Québec est une espèce de petit laboratoire, nous sommes 8 millions. On peut apprendre beaucoup de la France, mais la France peut tirer certaines leçons de ce petit laboratoire, surtout sur les questions d'identité et sur les questions culturelles. Nous sommes 8 millions et normalement, comme nous avons fait face d'abord au colonisateur le plus puissant de l'époque, le colonisateur britannique qui avait décidé de nous assimiler et nous faire perdre notre identité, et que par la suite, le relais a été pris d'une façon plus subtile par la puissance culturelle la plus rayonnante contemporaine, les États-Unis d'Amérique, qui sont nos voisins, qui sont 300 millions, on sait ce que c'est la bataille pour l'identité. Et l'identité, et je ne parle pas du nationalisme, il n'y a rien de ringard là-dedans. Le Québec est une nation profondément multi-ethnique et depuis le début. Nous nous sommes métissés avec les Amérindiens, par exemple, ce que plusieurs colonisateurs ne faisaient pas. Alors, il est venu 10 000 Français au Québec en tout et partout. Aujourd'hui, il y a environ 16 millions de notre descendants. C'est qu'on a eu. On était dynamique, oui, mais on a eu du support. Et 90% des Québécois ont des racines amérindiennes. Et par la suite, nous avons accueilli fraternellement des Irlandais, des Écossais, des Anglais, puis de façon plus contemporaine, des gens qui venaient de tous les continents. Ce qui nous a causé les mêmes problèmes que toutes les collectivités qui reçoivent des immigrants, sauf qu'on en reçoit un peu plus, 55 000 par année au Québec. Imaginez-vous ce que ça fait en France. Alors ça a créé un problème. Et dans ce contexte d'identité difficile à protéger, que nous avons réussi à protéger, mais qui peut toujours être menacé, on a eu à nous poser des questions sur la façon dont on intégrait ces immigrants. Ne pas les intégrer crée des victimes qui sont les immigrants eux-mêmes. Les premières victimes de la non-intégration, c'est l'illusion qu'on leur laisserait qu'on peut changer de pays sans changer de pays. Si Barack Obama avait cultivé son identité et ses racines autres qu'américaines, il n'aurait pas été président des États-Unis. Et si Sarkozy, qui avait 3 grands-parents sur 4 qui n'étaient pas nés en France, avait cultivé le multiculturalisme à la canadienne, il n'aurait pas été président de la République française. Quand on change de pays, on change de pays. Il faut s'intégrer. Oui, on peut aller vers certains accommodements pour faciliter cette intégration. Mais le Canada a fait une erreur monstrueuse que le Québec combat. Le Canada nous a imposé une constitution en 82. Imposé, c'est le mot, là.
l'unanimité de l'Assemblée nationale du Québec, ou à peu près, s'opposait à cette constitution, et un fils du Québec, Trudeau, premier ministre du Canada, nous l'a imposée. Et elle comporte évidemment plusieurs inconvénients graves pour notre société, y compris de donner à la Cour suprême du Canada, 9 juges nommés uniquement par le gouvernement du Canada, un contrôle sur à peu près toute la législation québécoise, y compris celle qui touche les relations avec les immigrants. Je vous donne un petit exemple, vous allez comprendre tout de suite. Le kirpan a été interdit dans les écoles. Le kirpan, qui est une arme. Je comprends qu'il y a une symbolique, mais c'est une arme essentiellement. C'est un poignard des Sikhs. Pour les Sikhs, oui. C'est un poignard. Oui, c'est un poignard. Notre cour d'appel, après des décisions du ministère de l'Éducation, a interdit le kirpan dans les écoles, et la Cour suprême du Canada a cassé la décision de notre cour. Alors, vous voyez ce que Trudeau nous a fait avec sa constitution imposée. Et dans cette constitution imposée, il y a une politique absurde et que je qualifierais de perverse, et aucun pays au monde ne pose un tel geste. Le Canada est multiculturel sur le plan constitutionnel. Alors, vous voyez les portes que ça peut ouvrir. Un Sikh qui devient membre de la Gendarmerie royale du Canada, police fédérale, porte son turban, parce que ce pays est multiculturel. Donc, ma culture, j'ai le droit. Alors, si on peut faire ça au niveau d'un uniforme de police, imaginez-vous ce qu'on peut prétendre faire dans tout le reste. Et les pays qui, même si ce n'est pas dans leur constitution, ont choisi le multiculturalisme, sont à peu près tous en repentance, parce que ça fait éclater les sociétés. Alors, le Québec, pour les raisons que je vous dis, qui était angoissé, a mis sur pied ce qu'on a appelé la commission Bouchard-Taylor. 2 intellectuels extrêmement respectables, très intellectuels par ailleurs, peu branchés, je dirais, sur les réalités profondes, même si l'un d'eux, Gérard Bouchard, est un indépendantiste québécois, ça veut dire qu'il n'est pas contre notre identité nationale, bien au contraire, mais ils ont fait ce rapport. D'abord, le travail de leur commission a été intéressant parce qu'ils ont permis au peuple de s'exprimer. Et il y a eu des excès, il y a eu des abus, mais globalement, on a su ce que le peuple en pensait. Et ensuite, la commission a fait son rapport, qui n'a pas osé mettre de l'avant le multiculturalisme, mais ils en ont préconisé une forme un peu édulcorée qui s'appelle l'interculturalisme. Alors, quel est le message? Il y a dans notre nation plusieurs cultures, et on va les faire dialoguer, on va créer l'interculturalisme. Ce qui, quand j'étais premier ministre du Québec, était le contraire de la doctrine que nous avons appliquée. Nous étions pour la convergence culturelle. On change de pays, on n'oubliera jamais ses origines, on ne perdra jamais ses caractéristiques, mais on intègre ces caractéristiques dans les caractéristiques qui peuvent être acceptées par la nouvelle nation pour l'enrichir, et non pas pour l'appauvrir et la diviser. Alors, Bouchard-Taylor ont suivi donc la trace, en changeant un peu le mot, du multiculturalisme. Et leur rapport a mené absolument nulle part. Et peut-être que l'actuel gouvernement du Québec, qui vient d'être élu il y a quelque temps, reprendra la question et en traitera d'une façon plus sage. Le rapport Bouchard-Taylor avait comme titre « Le temps de la conciliation ». Or, si on a eu un problème, nous, c'est d'avoir été trop conciliants, à cause de l'action du gouvernement du Canada sur nous, puis aussi parce que quand on est bien intentionné, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas faire de querelle. Alors, Bouchard-Taylor voulait que l'on continue dans cette voie, et je crois sincèrement que nous ne le ferons pas. Je redis, les premières victimes de la non-intégration, ce sont les immigrants eux-mêmes. Un immigrant qui ne parle pas français au Québec, alors que le français est la langue nationale et que nous nous sommes battus et nous nous battrons pour que jamais nous ne la perdions, un immigrant qui ne parle pas français, il y a des problèmes énormes sur le plan de l'emploi. Mais nous sommes tellement conciliants et trop qu'il peut finir par trouver un emploi, mais ça ne l'intègre pas dans le courant principal de la société. Et ça peut créer aussi
des querelles ou des accrochages. Par exemple, un immigrant pakistanais qui arrive à Montréal, il parle déjà l'anglais, donc pays bilingue et multiculturel. Alors il pense qu'il peut conserver sa culture. Alors il est commis dans un stationnement. J'arrive à ce stationnement, je m'adresse à lui, il ne comprend pas un mot. Comment? You don't speak the national language of Quebec? No, sir. But I am Canadian. C'est vrai, c'est un immigrant reçu. Il invoque la Constitution du Canada, bilingue et multiculturelle, pour ne pas répondre en français à un citoyen québécois, que ce soit moi ou n'importe quel autre. Et des incidents comme ça à Montréal, il y en a presque chaque jour. Maintenant, mettre le point sur ce qui a le plus frappé l'opinion française, derrière le mot accommodement raisonnable. Derrière le mot accommodement raisonnable, il y avait le statut de la femme. Oui. C'est absolument ça qui a été en cause dans les commissions parisiennes, et je pense, peut-être, je ne sais pas, dans la commission Bouchard. Alors, est-ce qu'au Québec, vous avez des doutes sur la condition de la femme, et est-ce qu'un accommodement raisonnable entre polygamie, pas polygamie, burqa, pas burqa, c'est quoi l'accommodement raisonnable? Moi, je conteste cette idée. Il y a un lien, je viendrai aux accommodements raisonnables d'une façon plus pointue, mais il y a un lien entre accommodement raisonnable et ce que je disais au sujet de la langue. Parce qu'un accommodement déraisonnable, c'est de permettre à quelqu'un de vivre au Québec et d'être dans le service public ou dans le commerce et ne pas parler la langue nationale. Je ne pense pas que ça soit possible à Paris. Alors, certains prétendent que c'est un accommodement. Il vient, il parle déjà l'anglais, on va l'accommoder. Non. Et les accommodements raisonnables ont débordé sur plusieurs autres aspects de la vie, et particulièrement sur le statut de la femme. Le Québec, par sa charte des droits et libertés, mais aussi par sa culture, sa manière de faire dans la vie de tous les jours, est exemplaire quant au statut de la femme. C'est une nation, de ce point de vue-là, progressiste. Les femmes ont eu le droit de vote au Québec bien avant la France, en tout respect, et elles prennent leur place partout. Le premier ministre du Québec est une première ministre depuis quelque temps. Et ce sont les mouvements féministes et les progressistes qui se sont élevés surtout contre certains accommodements qui n'avaient aucun sens et qui donnaient aux femmes un statut différent et inférieur. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Encore une fois, le rapport Taylor-Bouchard a été rangé dans les archives. Probablement que les gouvernements du Québec, celui qui est là présentement et dans l'avenir, le reformuleront, mais les accommodements raisonnables ne doivent pas toucher les fondements de notre société. Et dans les fondements de notre société, il y a la culture, il y a l'intégration et il y a le statut de la femme qui est au cœur de toutes les grandes questions qui sont des défis pour les sociétés contemporaines. Il s'est passé des choses absolument ridicules. Par exemple, un centre d'activité physique, un cardiovasculaire, avait des fenêtres, et par les fenêtres, on pouvait voir des hommes et des femmes s'entraîner en tenue d'entraînement. Il y avait une synagogue à côté qui a obtenu que l'on voile les fenêtres pour empêcher que le synagogue, celui qui, de façon tout à fait honnête, fréquentait la synagogue voisine, ne puisse pas voir des femmes qui faisaient des exercices cardiovasculaires. C'est absurde, ça a fini par tourner en ridicule, mais c'est un exemple, et il y en a d'autres. Dans les hôpitaux, par exemple, pour passer un permis de conduire, une femme refuse d'avoir un examinateur qui est un homme pour le permis de conduire. Et dans plusieurs cas, on les a accommodés. Mais de moins en moins. De moins en moins. Je ne dis pas que dans certains cas, d'abord,
On a l'exercice total de la liberté de religion. Alors ça s'applique à toutes les religions. Et chacun peut pratiquer sa religion, même s'il y a des caractéristiques un peu particulières. Mais premièrement, la religion des uns ne doit pas devenir la loi des autres, et la pratique de la religion des autres ne doit pas compliquer la vie de la majorité et des autres. Alors, j'ai confiance que le Québec, en restant donc fraternellement très ouvert à l'immigration, va continuer ses politiques d'immigration, mais d'intégration au nom des immigrants eux-mêmes. Et ces dérives d'accommodement ne peuvent faire que des victimes et ne peuvent que nuire à la cohésion de la vie nationale. Alors, j'espère que jamais personne en France, je sais que vous avez des problèmes et vous réclamez de la République. Le Québec, hélas, n'est pas encore une république. J'espère que ça viendra bientôt. Mais on a des attitudes républicaines qui pourraient vous inspirer. Monsieur le Premier ministre, à grand honneur, à grand plaisir, nous allons travailler votre intervention. Sache, mon cher Bernard, que c'est très important pour les associations familiales protestantes de t'entendre dire que accommoder raisonnablement, oui, mais entre l'égale dignité de la femme et son contraire, il n'y a pas de raisonnabilité ni d'accommodement possible, ni chez vous, ni chez nous. Et ceux qui viennent vous visiter, ils reviennent, on fait le voyage au Québec pour raconter des choses. De mon point de vue, nous allons raconter des histoires, si j'ai bien compris ce que tu as la gentillesse de nous dire ce soir. Bienvenue et, comme on dit chez les protestants, à la Wagba.